Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Alexandre Portier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député des Républicains du Rhône, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci d'être sur ce plateau. Un habitué, Pascal Vivier, bonjour. Bonjour, Eugénie. Merci d'être avec nous, Pascal, secrétaire général de SNETA FO. La réforme de la voie professionnelle. C'est bien parce qu'il suffit que je prononce ces mots et j'ai un petit rictus, même qui n'est même pas maîtrisé par Pascal Vivier. Déjà, ça vous fait bondir. Ça me fait pas bondir. Juste ça m'énerve. Non plus. On a une chance. C'est le président de la République. Si on n'avait pas cette focale, si on n'avait pas ce coup de projecteur sur l'enseignement professionnel, peu de gens en parleraient. C'est une chance. Mais je voudrais pas que ça en devienne un poids. Et je voudrais que derrière les mots, il y ait des réalités concrètes qui ne détruisent pas ce qu'on réussit et qu'on démarre d'un diagnostic partagé. C'est pas le cas. Donc je dirais réforme mal ficelée, mal comprise et mal entendue sur le terrain. Alors, des mots très importants parce qu'on a parlé de diagnostic, donc de constat, si je comprends bien, et effectivement de réforme. Reparlons du constat et des diagnostics. Selon vous, Alexandre Portier, la voie professionnelle, quelle est-elle aujourd'hui à la filière? C'est pas une petite voie, c'est-à-dire qu'on en parle toujours malheureusement en cours de programme. Oui, c'est un tiers des étudiants, comme vous l'avez dit. C'est 2100 établissements en France. On en parle toujours en bout de programme politique, ce qui moi me débute, alors que la voie professionnelle devrait desservir les filières les plus importantes dans l'économie d'un pays. Se former, c'est toujours se former à un métier. Il n'y a pas de filière qui se forme davantage, précisément, à la vraie vie, à la vie active, que la filière professionnelle. C'est pour ça que vous dites qu'elle devrait être la plus importante? Pour moi, ça devrait être la voie centrale. Et aujourd'hui, tout concourt à en faire une voie de garage. Et même dans les dernières annonces d'Emmanuel Macron, dans la réforme actuelle, il y a une forme de pis-aller, une forme de mépris institutionnel en disant on fait parce qu'il faut faire, mais finalement pas de réforme de fond, pas de volonté de renverser la table et d'en faire la voie centrale non seulement de l'appareil de formation, mais aussi du pays, tout simplement. Pour autant, les mots sont totalement inverses. Au contraire, c'est vraiment, on cherche à une vraie réforme de la voie professionnelle pour en faire une voie justement qui soit plus une voie de garage. Pour quel objectif ? Il n'y a aucun objectif annoncé. Vous savez qu'en 1985, le ministre de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, avait décidé la création du bac pro. Il avait donné un objectif. C'était l'augmentation de la qualification des salariés de ce pays pour avoir une industrie à niveau. Aujourd'hui, je n'ai pas cet objectif. On nous dit l'enseignement professionnel est malade. Sûrement. Mais partons déjà d'un diagnostic à partager et donnons-nous un objectif. Si j'avais entendu augmentation de qualification des jeunes, insertion, et l'insertion, elle a deux jambes. C'est l'insertion dans l'emploi ou l'insertion en enseignement supérieur. Si j'avais entendu participer à la réindustrialisation du pays, alors déjà, on aurait eu beaucoup plus d'allant parce qu'on aurait eu des objectifs à moyen et à long terme. Pour l'instant, je ne les ai pas. Donc le diagnostic dont vous parliez de départ, on ne va pas faire tout de l'exhaustif parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ici, et puis ensuite parce que j'aimerais qu'on parle surtout de la suite, à la fois de la communication du gouvernement, de ce que vous en pensez l'un et l'autre, et de ce qu'il faut envisager, faire, et ce qui se passe aussi, les propositions faites notamment Sciences Po et autres, on va réagir. Mais la première chose, le diagnostic, quel est-il? Flagrant en tout cas. Le lycée professionnel est devenu le déversoir de toutes les difficultés d'une société. Donc c'est souvent des jeunes issus des milieux les plus pauvres. 75% des jeunes issus de l'immigration subsaharienne sont orientés en lycée pro, mais c'est également 75% des lycéens en situation de handicap sont dans les lycées pro. Avec aucune réforme de l'inclusion. Donc, avec aucune réforme de l'inclusion, en tout cas, nous, on n'a pas les moyens pour inclure absolument tous ces jeunes en situation de handicap, et l'inclusion devient une exclusion pour eux. Donc, à un moment donné, on n'en peut plus. Donc, de dire ça ne fonctionne mal, oui, ça fonctionne mal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça, c'est à mettre sur la table et à discuter. Malheureusement, ce diagnostic, on ne l'a pas et on n'a pas d'objectif. 60% des décrocheurs sont en filière professionnelle. Oui. Pourquoi un tel attentisme? On le sait, ça. L'urgence est là depuis longtemps. En fait, on parle toujours de la réforme du lycée professionnel, mais on ne parle pas des causes. Et les causes, elles sont en réalité en amont. Elles sont dans le collège, qui aujourd'hui n'est plus un lieu d'orientation. La plupart des lycéens en voie professionnelle sont dans une orientation qui est d'abord subie. Il n'y en a que 10% qui en réalité choisissent vraiment d'aller en voie professionnelle. Et donc du coup, on y met tous ceux qui ont les plus grandes fragilités. Ça, c'est vraiment le premier échec aujourd'hui de la voie professionnelle. Deuxième échec, il est en matière d'insertion professionnelle. Il y en a 53% qui, après 2 ans
après leur bac, n'ont pas trouvé d'emploi. Donc c'est-à-dire que leur formation ne débouche sur rien de concret. Et c'est encore pire pour ceux qui s'arrêtent au niveau du CAP, c'est qu'un quart qui trouvent. Donc c'est une catastrophe. Et puis après, il y a la poursuite d'études où on pousse le lycée pro vers des BTS, mais combien réussissent réellement après 2 ans d'études à l'avoir, leur BTS? Même pas la moitié. Donc c'est un échec cumulé et un échec structurel qui, comme le disait Pascal à l'instant, est en réalité le fait d'un manque de volonté, mais manque de volonté de mettre le lycée professionnel au cœur de l'éducation et le prendre au sérieux, ce lycée professionnel. Ça devrait être une chance. Et aujourd'hui, on a à peine le tiers de nos lycéens en voie professionnelle. Quand on regarde nos voisins, et notamment les Allemands, c'est 86% de leur formation qui sont dans un objectif professionnalisant. Et ça montre bien qu'on continue à considérer que c'est une voie par défaut parce que finalement, ces jeunes qui ont des difficultés, il faut bien les occuper et qu'on ne veut pas réellement leur construire des perspectives. On n'a pas envie de faire de cette filière-là une filière d'excellence et qu'on masque derrière le mot professionnel une filière qui est considérée par nos élites et par les gouvernements successifs comme une voie de garage et rien de plus. Il me semble que vous avez interpellé la ministre, Carole Grandjean, à ce sujet, c'était en février dernier, sur le lycée professionnel, comme en parlant donc, de cette filière pro de grand oublié du système. Avez-vous une réponse ? Malheureusement, une réponse technocratique, hors sol et finalement de façade. Moi, j'ai été très frappé dans toutes les visites que j'ai pu faire en lycée professionnel, dans ma circonscription ou en dehors, et notamment une visite à Montrouge où l'un des enseignants qui adore son métier, qui adore les gamins qui l'accompagnent tous les jours et qui me disait ce lycée professionnel c'est devenu un dépotoir. C'est-à-dire le lieu finalement où on pose des gamins sans vision, sans projet, sans cadre et sans envie de les faire avancer. Et c'est ça qui me met mal à l'aise avec les mesures qu'on a aujourd'hui, notamment la gratification. On a l'impression que c'est des miettes qu'on lance à ces jeunes finalement pour leur dire vous existez comme les autres, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas de débouché. Mais attendez, pardon de comprendre, je voudrais juste comprendre parce que quand vous dites dépotoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à des enseignants qui ne sont pas du tout convaincus, ni qui ont envie d'enseigner avec entrain, qui ont totalement lâché, ça veut dire quoi un dépotoir? Quand vous parlez par exemple des difficultés à recruter des enseignants, on a ces dernières années à peu près 10 à 15% des postes qui finissent vacants à la fin des sessions de concours en mai-juin. Dans la filière professionnelle, on tourne cette fois-ci à 28%. Ça montre bien que les difficultés sont encore accrues dans ce domaine-là et qu'il y a bien une filière qui est encore moins attractive que les autres, c'est bien celle-ci. Et ça montre bien que le malaise est encore plus profond que dans le reste de l'éducation nationale et que sans doute, il n'y a pas du tout de stratégie, il n'y a pas du tout d'objectif et qu'on n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui à quoi sert la filière professionnelle. Pas juste au sein de l'école, mais pour ce pays. Qu'est-ce qu'on en attend et pourquoi est-ce qu'on a une grande ambition pour celle-ci? Pascal Vivier, une réaction? J'aurais pas employé le terme de dépotoir parce que ça pourrait... C'est un terme que je rapporte. Hein. Oui, mais c'est moi... pas le vôtre. Non, je le rapporte. Mais je parle de réceptacle de toutes les difficultés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous les jeunes qui sont en lycée professionnel savent qu'ils sont là par l'échec et ils l'ont intégré. Donc ça veut dire qu'en fait... il n'y a aucune issue. Si déjà dès le départ, quand on rentre à l'école, je ne sais pas si c'était le cas pour vous trois, je sais que vous êtes toujours enseignant ou pas? Non, vous l'êtes plus, non, député. Plus. Voilà, mais vous l'avez été, oui. De philosophie, je crois. Oui, tout à fait. Bon, donc on a tous suivi des études plus ou moins importantes. C'est pas toujours agréable. Tantôt on a envie de rester à la maison, tantôt on a envie de travailler, etc. Déjà, il faut avoir une sorte de motivation. Il faut avoir des parents qui vont bien, ce qui n'est pas toujours le cas encore plus. Encore moins la possibilité financièrement de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, au sport, à la culture et autres. Quand on est dans les enfants dont on parle, dans des filières professionnelles où effectivement tout est noir et on vous dit dès le départ qu'en fait t'es foutu, comment est-ce possible d'imaginer et d'entrevoir un avenir? C'est pas possible et c'est pour ça que nous on est convaincus d'une chose, c'est qu'on doit commencer très tôt à repérer des jeunes qui pourraient être en difficulté, les remettre à niveau et essayer mais pour les remettre à niveau, il faut se poser la question, à quoi sert l'école? C'est quoi le minimum commun? Et comment on le transmet? Cette question-là, pareil, elle est jamais traitée. On va faire des annonces et dire qu'on va faire de la découverte professionnelle au collège. Par qui? Dans quel but? Pourquoi? Découvrir d'autres talents? Non. Le collège, on le sait. Le collège transmet des savoirs académiques dont un grand nombre de jeunes n'apprécient pas ou en tout cas sont en échec. Donc il faut qu'on retravaille sur le collège. Et puis, pour faire un résumé, une réforme de l'enseignement professionnel ne peut s'entendre que si, en amont, on fait réellement une réforme du collège, qu'à la suite, on fasse une réforme de l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur court. Est-ce que, alors qu'on a des contraintes de Lisbonne à amener 50% d'une classe d'âge au niveau L3, est-ce qu'on garde le BTS? Est-ce qu'on fait
un bachelor professionnel L3 comme le DUT s'est transformé en BUT? Est-ce que les meilleurs élèves, on les amène, pourquoi pas, et en fonction de leurs compétences vers des écoles d'ingénieurs? Mais en tout cas, la réforme du lycée professionnel prise in extenso, elle ne pourra pas fonctionner si on ne traite pas des deux autres éléments que sont le collège et l'enseignement supérieur. Et quand vous parliez de décrochage, c'est toute la difficulté de partir d'un diagnostic partagé, de dire la réalité qui n'est pas forcément rose des lycées professionnels, mais quand on parle du décrochage, on l'associe tout de suite à lycée professionnel. Le décrochage, par exemple, il arrive en seconde sur des jeunes qui sortent de collège. Dire que le lycée professionnel est responsable du décrochage, non. C'est des gamins qui sont éreintés, qui n'en peuvent plus, qui viennent du collège. Qui ont déjà décroché, en fait. Qui, là, avant fin septembre, passent les évaluations de seconde, comme tous les autres, qu'ils soient en CAP ou en bac pro, et 40% d'entre eux sont en très grande difficulté d'écriture, de lecture et de comptage. Ça, c'est une réalité. On n'en est pas responsable. Donc, attaquons-nous aux causes. La question, c'est, oui, en partie le collège et le premier degré, mais la vraie question, c'est le débat central. Qu'est-ce qu'on attend de l'école et quel est le minimum qui fait qu'on arrive à se parler, par exemple, tous les trois autour de ce plateau? Quand on est ancien professeur de philosophie, donc qui se penche justement sur ce qu'est une société, ce que doit apporter l'école, qui sommes-nous au cœur justement, non mais les acteurs réels de ce changement possible, en tout cas de sa société, ce que l'on veut pour l'école, et qu'on est également député, en l'occurrence les Républicains dans le Rhône. Quelle action on a pour pouvoir essayer de faire bouger les choses et en tout cas se faire entendre là-dessus? Un député a plein de façons de se faire entendre, d'abord dans son mandat à l'Assemblée, en commission, dans l'hémicycle, aux questions au gouvernement, dans l'action qu'il a avec les établissements de son territoire. Bon, ça je l'entends, monsieur le député, mais ça, on peut parler tant qu'on peut, on le fait ici, on le fait ailleurs, ça pourrait être repris, mais on sait bien que ça ne fait pas bouger les lignes. Quand je dis se faire entendre, dans le sens de faire bouger les lignes, de l'action réelle. Ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut aujourd'hui pour le lycée professionnel. Et on ne voit pas ce que veut le gouvernement. Moi, j'ai une petite idée de ce que je souhaite pour le lycée professionnel. Et je pense qu'on est un certain nombre aujourd'hui à avoir une autre ambition pour lui. Ce qui me frappe beaucoup, c'est une forme de cécité, finalement, de méconnaissance institutionnelle pour le lycée professionnel. On refuse de voir la réalité sociale qui est derrière, les élèves qu'on a dedans, leur parcours, leurs difficultés, et on nous a beaucoup parlé, par exemple, ces derniers mois, de mixité sociale. Et en réalité, s'il y a bien un endroit où il faudrait mettre de la mixité sociale, c'est dans le lycée professionnel, justement. Aujourd'hui, c'est le lycée des classes populaires, très concrètement. Je n'ai dans ma famille que des gens qui ont fait des CAP, donc je connais bien cet univers-là. Ça devrait être la machine à l'ascenseur social. Ça devrait être là qu'on construit justement l'élévation par le travail. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que toute la machine est grippée et renvoie dans des spirales d'échec. Ça devrait être l'endroit où on construit une mixité de niveau aussi. Et en réalité, on y met les élèves que par défaut, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ça, si on veut avoir cette mixité, si on veut que ce soit un lieu de brassage et un lieu d'émulation, si on veut donner envie aux jeunes aussi de s'en tirer par le lycée professionnel et d'être convaincus qu'on leur fait confiance et qu'ils ont un avenir dans cette voie-là, il faut aussi qu'on diversifie les formations et qu'on y mette des formations qui réussissent. Et je pense qu'au-delà de la refonte de la carte des formations qui est proposée aujourd'hui, c'est aujourd'hui une vraie réflexion sur les frontières entre le lycée pro et le lycée techno, par exemple, qu'on devrait avoir, pour y basculer des formations industrielles beaucoup plus en nombre et qui permettraient d'apporter justement un meilleur équilibre social aussi. C'est possible ça, envisageable? Tout est possible quand on part de la réalité. Là, j'y crois. Donc une réforme, elle est possible, elle est attendue. Donc nous, on la souhaite. Celle-ci, je ne vois pas où elle nous amène. En tout cas, on doit travailler l'orientation. On ne doit pas imposer à un jeune d'aller dans une formation dont il n'a pas envie, quand bien même elle serait insérante. On ne doit pas se limiter à des formations uniquement sur les territoires. Et quand le président de la République annonce la fermeture de 15% des formations, c'est qu'essentiellement ce sera le tertiaire. Et je me rappellerai toujours Jean-Michel Blanquer qui avait décidé de fermer la moitié des formations GA, pour être clair, secrétariat, comptabilité. Et je l'avais mis en garde en lui disant, vous allez voir, vos recteurs vont transformer ces secrétaires comptables en vente commerce. Et là, on va nous faire la même chose. Tant qu'on ne nous dit pas vers où on veut aller, vers quelle industrie. Vous savez, derrière les grands mots, on parle de métiers d'avenir, mais ça fait 20 ans que j'entends parler de métiers d'avenir. Moi, je veux des... On oriente les élèves. Oui, mais moi, je veux des nouveaux diplômes, et des diplômes qui fonctionnent. Par exemple, le CAP Petite Enfance. On a vu tous les problèmes qu'il y avait à cette rentrée sur les crèches.
et la maltraitance au sein des crèches. Il faut savoir que je n'ai qu'une place pour 3 demandeurs et qu'on m'ouvre pas de section. Quand il nous manque... Pourquoi, pardon? Pourquoi? Parce qu'on en a... Puisque vous alertez là-dessus. Mais je crois qu'on n'en a pas envie. Et parce qu'on ne fait pas confiance à la filière pro? Qui dans ces cas-là, placerait-on comme étudiant, justement, pour ce type de métier? Mais ils le demandent. Les jeunes le demandent. Ils sont refoulés. Et ils finissent où? Dans des sections où ils n'ont pas envie. Donc ce sont des élèves qui sont orientés à l'échec. Mais donc pour la petite enfance, on ferait quoi? La petite enfance, déjà ouvrir des places. Non, mais les étudiants en filière générale, c'est ça, pour faire ce type de métier-là? Pourquoi on ne ferait pas confiance à la filière générale? Ceux qui n'ont pas petite enfance finissent dans des métiers du tertiaire où on dit qu'il y a peu d'insertion. Et là, les régions sont aussi fautives. Je prends l'inverse, Pascal Vivier, parce que c'est très important, je trouve ça très intéressant comme exemple. Vous parlez du CAP petite enfance. Si on ne prend pas ceux qui sont en filière professionnelle, qui sont justement dédiés à cela et qui pourraient très bien aller vers ce CAP-là, qui prend-on comme élève pour aller vers ce type de CAP? Mais on prendra les élèves... Alors, on prendra des élèves qui voulaient y aller, mais qui sont orientés ailleurs et où ils ont le sentiment encore plus d'être en échec. Donc, qu'on bouge des formations, c'est possible, mais qu'on ouvre déjà des formations qui sont insérantes. Je pense aux chauffeurs poids lourds, il nous manque 8000 chauffeurs de ramassage scolaire en France. Ça, cette rentrée, personne n'en parle. Bien, imaginez on en a parlé sur ce plateau plusieurs fois. Et à chaque fois que je demande une ouverture, on me la refuse. Et puis après, il y a les métiers d'avenir. De quelle industrie on veut à 10, 15 ans, de quel citoyen on veut également, et quel nouveau diplôme. L'éducation nationale a une grande maladie. Savoir fermer des classes, savoir fermer des formations. Mais elle ne sait pas faire une chose, c'est ouvrir de nouveaux diplômes. Nous, on n'arrête pas de solliciter des nouveaux diplômes. Par exemple, dans le grand âge, on sait que la question de la dépendance sera une question politique pour les années à venir. On n'ouvre rien dans le grand âge, on n'ouvre rien. Mais c'est également vrai pour les aides-soignants. Mais après, tous les métiers liés à l'industrie, quand vous regardez les chantiers navals à Saint-Nazaire, ils sont obligés maintenant d'ouvrir leur propre école, de recruter des jeunes filles en soudure, on les forme pendant 2 ou 3 mois, elles sont plutôt bien rémunérées. Pourquoi dans l'éducation nationale, j'ai pas ces formations? Pourquoi on ne les ouvre pas? Mais pourquoi des jeunes filles particulièrement? Ils choisissent ces jeunes filles parce qu'apparemment, elles sont encore meilleures pour faire de la soudure que les garçons. D'accord. Un métier qui était genré, qui fonctionne plutôt bien. Bon, ok, très bien. Mais enfin, en tout cas, ce qui prouve bien, effectivement, qu'il y a un vrai problème d'orientation dès le départ. Il y a un problème d'orientation dont vous parliez au collège. Si on continue à parler, effectivement, des BTS qui ne s'ouvrent pas et d'autres formations qui ne s'ouvrent pas, d'autres ont ouvert, en revanche, leur proposition, leur formation à la voie pro, à l'instar de Sciences Po. J'aimerais votre réaction là-dessus. Communication, politique? Écoutez, l'ancien directeur de Sciences Po, c'était Richard Decoing. Donc le nouveau directeur nous fait du Richard Decoing 2.0. Il avait déjà testé sur les élèves ZEP. Vous savez, nous on croit à la méritocratie républicaine. Et puis ça concerne combien d'élèves? 15 élèves. À la sortie du bac pro, j'en ai 130 000. 130 000 dans les régions, dans les provinces, qui ne s'intéressent pas du tout à Sciences Po. Donc que Sciences Po s'ouvre, c'est une bonne chose, mais les communications, les publicités à 2 balles et à pas cher, écoutez, je les regarde avec bienveillance, mais juste à la hauteur de ce qu'elles sont. Moi, maintenant, c'est pourquoi les jeunes ne vont pas en BTS, pourquoi on n'adapte pas la pédagogie en BTS pour qu'ils aient de meilleurs résultats, pourquoi on ne les amène pas. Ce pays manque de techniciens, plus encore que d'ingénieurs, et on ne les forme pas pour demain. Rien contre l'ouverture, effectivement, de Sciences Po, mais parlons du reste, si je comprends bien. Carole Grandjean avait annoncé vouloir donc rapprocher la filière pro du monde du travail. Est-ce que déjà c'est une bonne idée, Alexandre Portier? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'allongement du délai de stage? Il y a 2 questions là. Oui. Se former, c'est toujours se former à un métier. Donc quand on met nos jeunes au plus près du concret, qu'on leur permet de savoir ce qu'ils veulent faire et aussi ce qu'ils ne veulent pas faire. Parce que dans le parcours d'orientation, il y a aussi la rencontre avec ce qu'on n'aime pas faire. Il faut arriver à se découvrir, à découvrir ses affinités. Donc à chaque fois qu'on a des occasions qui sont données aux jeunes comme ça, d'apprendre ce qu'ils veulent faire, c'est toujours une bonne chose. L'allongement de la durée du stage, pourquoi pas?
Moi, ce qui m'embête le plus, c'est cette impression d'une année terminale à 2 vitesses qu'on est en train d'installer, avec beaucoup de paramètres qui sont quand même assez flous, notamment le jeu des options, dont on ne comprend pas sur quelle base de programme, dont on ne comprend pas si ça va être évalué. Ça donne une impression d'impréparation et qu'on bouge les paramètres tous les 2-3 mois avec des annonces qui font perdre la cohérence globale de cette réforme petit à petit. D'autant plus que, pardon de vous couper, mais c'est vrai que cette annonce, elle a été faite à la fois pour puis contre. C'est-à-dire qu'à la fois, on rallongeait le délai des stages, puis maintenant, ils reviennent sur cette décision. Donc, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que vous avez une réponse déjà à ça? Alors, on n'en sait rien, mais on va le savoir avant la Toussaint. Des arbitrages vont se faire. En revanche, je peux vous dire une chose, c'est que quand on place nos élèves déjà 22 semaines en entreprise, et nous, on les place essentiellement dans le premier employeur de France, c'est-à-dire les petits commerçants et les artisans de nos villages et de nos petites villes. Pas un nous dit il est nul dans son métier. En revanche, tous nous disent il ne sait pas lire une consigne, il ne sait pas la comprendre, il a des problèmes de civilité et il est enfant. Et on oublie ça. Savoirs fondamentaux, citoyenneté. Je vous en prie, Alexandre Portier, est-ce que je vous ai coupé? Ce qui m'inquiète n'est pas qu'on augmente le temps en entreprise. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on réduise le temps à l'école. On a aujourd'hui un bac, un lycée qui est plus court que par le passé. On est passé à 3 ans. On a des jeunes qui arrivent aujourd'hui en fin de terminale en étant moins matures que par le passé. C'est ce que disent tous les employeurs et sans maîtriser tous les fondamentaux. Et on le disait tout à l'heure, les élèves du lycée professionnel sont souvent ceux qui ont les plus grandes difficultés sur ces bases-là. Et on ne peut pas être un bon salarié, un bon chef d'entreprise, si on ne sait pas lire un bon de commande et si on n'est pas à l'aise avec des notions fondamentales de mathématiques. Et j'ai l'impression que dans cette réforme, on sacrifie ces bases-là. Et puis c'est une logique de confiance aussi. Comment fait-on pour avoir confiance en soi face à un employeur lorsqu'effectivement on ne maîtrise pas les bases? C'est quand même la première des particularités. Vous avez mentionné aussi quelque chose qui m'a vraiment interpellée et j'avoue, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas choisir d'option en filière pro. J'ai été estomaquée. Enfin, comment est-ce possible ça? Alors, jusqu'ici, mais le gouvernement nous a indiqué vouloir faire évoluer... non mais d'accord, mais comment c'est possible que ce n'était pas le cas avant? Ça revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une forme à la fois de mépris institutionnel, de pis-aller, c'est-à-dire qu'on laisse le lycée professionnel dans son coin et on s'en soucie peu. On n'a pas la même ambition et la même exigence pour le lycée professionnel que pour le reste du lycée. Et des fois... J'avais interpellé d'ailleurs la ministre sur ce point, je crois qu'elle n'avait pas trop aimé, en disant, je pense que si on avait des enfants de députés ou des enfants de ministres en lycée professionnel, on s'en soucierait un petit peu plus et on aurait un petit peu plus d'ambition et on serait capable justement de diversifier les filières et de les traiter au sérieux aujourd'hui. Est-ce que vous parliez de Sciences Po tout à l'heure? Oui. Si la moitié des élèves qui sortaient de Sciences Po 6 mois après n'avaient pas de boulot, je peux vous dire que ce serait un scandale d'État. Voilà. Sauf que 6 mois après, ils sont à 90% d'insertion. Voilà pourquoi on n'en parle pas. Et la façon qu'on a aujourd'hui de traiter les lycées professionnels n'est pas à la hauteur de ce qu'il représente pour notre pays et aussi de ce qu'il peut nous apporter. On a l'impression que le gouvernement le prend comme un fardeau, comme une contrainte, comme un paramètre technique à gérer pour pas que les jeunes soient trop en colère. Donc on met une indemnité de stage, on met un petit peu plus de dispositifs d'accompagnement sur le décrochage, de la cosmétique, mais sans avoir l'envie finalement d'en faire une force vive. Mais est-ce que c'est aussi la première fois depuis longtemps quand même qu'on s'y intéresse réellement? Parce que j'ai l'impression, et vous le disiez déjà en début d'échange, qu'Emmanuel Macron, effectivement, avait, avec Jean-Michel Blanquer, et puis maintenant aussi Pape Ndiaye, mais puis maintenant Gabriel Attal, l'envie de se pencher sur ce problème. Il aura fallu 6 ans. Il aura fallu 6 ans. Et surtout avant les présidents. Donc, il aura fallu... Oui. Et puis, il a été ministre aussi, quand même... en charge de l'économie. Donc 6 ans pour se pencher sur le lycée professionnel avec un ensemble de mesures cosmétiques additionnées les unes aux autres sans aucune cohérence, ça laisse tout le monde sceptique, aussi bien du côté syndical que politique. Une réforme qui, quand même, avec de vraies dépenses de l'État à ce sujet, mais toujours sans professeurs, avec un problème de revalorisation et un problème de nombre de professeurs. Tout ça avec le pacte enseignant qui est sous-jacent. Un petit mot là-dessus et après je vous laisse. Bon, écoutez, en 20 ans, on a perdu la moitié des professeurs titulaires. Et il faut savoir qu'en lycée professionnel, c'est l'endroit où il y a le plus de professeurs contractuels. On est à plus de 20% de professeurs contractuels qui n'ont pas forcément bénéficié d'une formation qui est spécifique. Notre pédagogie, quand bien même elle peut être exigeante, elle est vraiment différente de la façon dont on enseigne au collège ou au lycée. Quant au pacte, écoutez, le pacte,
ce qu'on observe, c'est que ce sont essentiellement les professeurs contractuels qui gagnent 1 400 € net par mois qui s'en chargent parce qu'ils ont besoin de compléter leur salaire. Bon, tout ça, je ne dirais même pas de bonne intention. Je pense à la gratification, par exemple, sur laquelle nous étions plutôt favorables. Quand on voit comment elle finit, où finalement 95% de nos jeunes arrivent au bac à l'âge, c'est-à-dire mineurs, eh bien cette gratification va arriver directement aux parents. Est-ce qu'on imagine un apprenti qui ne toucherait pas son salaire et qu'on donnerait aux parents? Donc une bonne intention, travailler sur l'estime de soi pour des jeunes, et au final, une bourse détournée. Donc voilà, on a 1 milliard sur la table, mais qui sont dépensés inutilement, sans vouloir écouter ni les parents, ni les entreprises, ni les enseignants. Merci Pascal Vivier. Je vais malheureusement arrêter cette discussion alors que j'aimerais qu'elle dure des heures sur le lycée pro. On en parle souvent, mais c'est voilà, un vrai sujet qui vous intéresse tout autant, Alexandre Portier. Et on est ravis de vous recevoir sur ce plateau, député des Républicains du Rhône, membre de la Commission des Affaires culturelles et l'éducation. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau pour nous parler aussi de tout ce que vous faites dans le Rhône. Et puis Pascal Vivier, la suite aussi, hein, évidemment. Donc, il y aura des annonces faites et refaites, on le sait. Donc, on vous reçoit quand vous le souhaitez. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve.